Je m'appelle Julien, j'ai 34 ans, et j'ai toujours été celui de ma famille qui en fait trop. Du moins, c'est ce que mon père aime dire en ricanant chaque fois que je fais quelque chose d'un tant soit peu gentil pour quelqu'un que j'aime. Je travaille dur. Je dirige une petite mais prospère entreprise de construction. Et j'ai toujours cru que si l'on a les moyens de rendre la vie un peu plus spéciale pour les gens qu'on aime, on devrait le faire. Alors, quand ma fille Chloé a eu 8 ans cette année, j'ai voulu lui offrir quelque chose de magique, quelque chose dont elle se souviendrait longtemps après avoir cessé de croire à la poussière de fée et aux couronnes de princesse. J'ai passé des semaines à tout planifier. J'ai engagé une entreprise qui installe des mini-jeux de carnaval et des châteaux gonflables directement dans votre jardin. Nous avions une machine à pop-corn, de la barbe à papa, du maquillage pour enfants, et même un sculpteur de ballons qui pouvait fabriquer un diadème avec des ballons torsadés. Chloé en parlait depuis des mois, me montrant des dessins au crayon de son, carnaval royal, de rêve, demandant si ses amis pourraient porter des costumes, si nous aurions une vraie couronne pour elle. J'ai dit oui à tout. J'ai probablement dépensé plus que je n'aurais dû, mais voir son excitation grandir valait chaque centime. Le matin de la fête, je débordais d'énergie. Chloé s'est réveillée, a couru dans la cuisine vêtue de son pyjama à paillettes préféré, et a pratiquement dansé quand elle a vu les boîtes de décoration et les cadeaux pour les invités près de la porte. « Papa, c'est vraiment ma journée royale aujourd'hui ?» a-t-elle demandé, souriant avec sa dent de devant en moins. Je me suis agenouillé et j'ai attaché le diadème en plastique bon marché que je lui avais acheté sur le dessus de sa tête. « Aujourd'hui est ta journée, princesse », lui ai-je dit. Quand les prestataires sont arrivés, le jardin ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de décoration. Mes amis et moi avons aidé à tout installer, des guirlandes, une cabine photo, des jeux, la totale. Les invités ont commencé à arriver, et Chloé était rayonnante, courant de la machine à barbe à papa au château gonflable, entraînant ses cousins derrière elle. Pendant quelques heures, tout semblait parfait. Puis je suis rentré pour prendre le gâteau. C'était un énorme gâteau à 2 étages, la partie la plus chère de toute la fête. Vanille avec une garniture à la framboise, couvert de crème au beurre rose avec des fleurs en sucre. Mais quand j'ai retiré le couvercle, mon estomac s'est noué. Sur le dessus, écrit en grosses lettres de glaçage bleu, il y avait les mots « Félicitations, Julien ». Pendant une seconde, j'ai vraiment ri. Ce doit être une erreur. Mais à ce moment-là, ma mère est entrée dans la cuisine avec une pile d'assiettes en carton. « Oh, bien. Tu as trouvé le gâteau ?» a-t-elle dit nonchalamment, comme si de rien n'était. « Maman » ai-je dit lentement, en montrant l'inscription. « Pourquoi le gâteau de Chloé dit-il félicitations, Julien ?» Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé pourquoi le ciel était bleu. « Oh, nous avons simplement combiné les fêtes. C'était plus logique comme ça. Le petit garçon de ton frère a 5 ans la semaine prochaine, alors nous nous sommes dit que nous allions épargner à tout le monde le dérangement et simplement célébrer les 2 enfants aujourd'hui. » Je suis resté là, figé, le couteau à gâteau à la main. « Vous avez fait quoi ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, mon père est entré en riant. « Ne fais pas cette tête, mon fils. C'est juste pratique. Ça économise de l'argent, ça économise du temps. Tout le monde y gagne. » Mon frère, bien sûr, a choisi ce moment pour apparaître, son téléphone à la main, enregistrant une vidéo pour sa story sur les réseaux sociaux. « Salut, mec. Super installation, » a-t-il dit joyeusement. On a dit à Julien qu'il aurait une fête commune cette année, n'est-ce pas, chérie? Sa petite amie, perchée sur une chaise, faisant défiler son téléphone, n'a même pas levé les yeux mais a marmonné, « Ouais, c'est mignon. Il adore partager. » J'avais envie de crier. Au lieu de cela, je suis sorti et j'ai vu Chloé debout près de la machine à pop-corn, me regardant avec attente, attendant son gâteau. Ma poitrine me faisait mal. J'ai arboré mon plus beau faux sourire et j'ai apporté le gâteau, le posant sur la table. Les enfants se sont rassemblés autour, applaudissant. Chloé a regardé le gâteau, puis moi, puis de nouveau le gâteau. Son sourire a légèrement vacillé. « Papa » a-t-elle murmuré. « Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Julien ? Ce n'est pas moi. » J'ai dégluti difficilement et lui ai dit que nous arrangerions ça plus tard, mais elle est restée silencieuse pendant toute la chanson. Elle n'a pas soufflé ses bougies. Elle a simplement enlevé son diadème et me l'a tendu comme si elle renonçait à quelque chose d'important. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le gâteau, même si une partie de moi en avait envie.
J'ai juste souri d'un air pincé, aidé Chloé à couper une part, et je suis resté silencieux pendant le reste de la fête. Chaque fois que mon père riait de l'intelligence de combiner les choses ou que mon frère faisait une blague sur l'argent qu'il me faisait économiser, c'était comme s'ils enfonçaient le clou un peu plus profondément. Au moment où le dernier invité est parti et que les prestataires remballaient, j'avais déjà pris ma décision. Je suis rentré, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à annuler des choses. Le pique-nique familial commun du mois prochain, le voyage de Noël que nous avions prévu, même la discussion de groupe que j'animais pour coordonner les événements. J'ai tout arrêté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas expliqué. Je me suis simplement muré dans le silence. Et c'est là que les appels téléphoniques ont commencé. Le premier appel est arrivé le soir même, alors que je préparais Chloé pour le lit. Elle était assise au bord de son lit, toujours dans sa robe de princesse mais sans le diadème, tirant sur l'ourlet. J'essayais de la distraire, demandant quel animal en peluche devrait garder son royaume de rêve ce soir, quand mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Papa. Je l'ai ignoré. 1 minute plus tard, maman a appelé. Puis mon frère. Puis ma tante. Les notifications s'accumulaient si vite que cela éclairait la pièce. Chloé a jeté un coup d'œil au téléphone, puis à moi. « Tu as des ennuis ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai souri, lui ai ébouriffé les cheveux et lui ai dit que non, que parfois les adultes se fâchent pour des bêtises. Elle a hoché la tête mais n'avait pas l'air convaincue. Quand elle s'est finalement endormie, je me suis glissé dans le couloir et j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait 17 appels manqués, une douzaine de messages vocaux, et la discussion de groupe familial avait explosé. Pas cool, Julien. Tu as embarrassé ton frère. Tu as gâché une belle journée pour une inscription sur un gâteau. Grandis un peu. J'ai fait défiler, la mâchoire serrée. Les messages de mon frère étaient les plus virulents. Tu as mis tout le monde mal à l'aise. La prochaine fois que tu veux bouder, reste chez toi. Chloé s'en fichait même. Arrête de faire ton cinéma. J'ai posé le téléphone et je suis allé à la cuisine. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai regardé le gâteau à moitié mangé sur le comptoir. Le glaçage bleu disait toujours « Félicitations, Julien », comme une blague cruelle. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à le jeter à la poubelle. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai pris une photo. Pas pour les réseaux sociaux, pas pour l'envoyer à qui que ce soit, juste pour moi. La preuve que c'était arrivé. Le lendemain matin, maman est arrivée à l'improviste. Elle est entrée comme elle le fait toujours, portant un plateau de muffins comme si cela allait arranger les choses. « Bonjour », a-t-elle dit vivement, comme si nous ne venions pas d'échanger une centaine de messages passifs-agressifs. Je suis resté près de l'évier, les bras croisés. « Bonjour », ai-je dit d'un ton sec. Elle a posé le plateau. « Écoute, chérie. Hier, les choses se sont un peu mélangées, mais c'était quand même une belle fête. Chloé s'est amusée, n'est-ce pas ? J'ai failli rire. Elle a enlevé son diadème et n'a pas voulu souffler ses bougies. Le sourire de maman a vacillé une seconde, puis est revenu. Les enfants se remettent vite. Elle aura oublié d'ici la semaine prochaine. Je sentais ma colère monter, mais je suis resté silencieux. Maman a continué, essayant de présenter toute l'affaire comme si ce n'était rien. Tu dois comprendre, ton frère et sa petite amie sont sous pression en ce moment. Ils économisent pour une maison. Et avec Julien qui commence bientôt l'école. Je l'ai interrompu. Donc ça justifie de détourner l'anniversaire de ma fille ? Elle a froncé les sourcils comme si j'étais celui qui n'était pas raisonnable. Nous n'avons rien détourné. Nous avons juste combiné. Ce n'est pas comme si Chloé n'avait pas eu sa fête. Elle n'a pas eu sa fête, ai-je dit, la voix plus tranchante maintenant. Elle a eu leur fête. Les lèvres de maman se sont pincées en une fine ligne. Tu réagis de manière excessive. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous n'aurions pas d'excuses. Ni d'elle, ni de papa, ni de personne. Pour eux, j'étais difficile. Pour eux, c'était juste un autre exemple de Julien qui ramenait tout à lui. Après son départ, je me suis assis sur le canapé et j'y ai réfléchi longtemps. Je n'arrêtais pas de revoir le visage de Chloé quand elle a vu le gâteau. Je n'arrêtais pas d'entendre le rire de mon père, le commentaire désinvolte de mon frère sur l'argent qu'il me faisait économiser. Quelque chose en moi s'est durci.
Au cours des jours suivants, la campagne de pression a commencé. D'abord, il y a eu les tentatives de culpabilisation. Chloé n'est pas la seule petite fille. Tu devrais être heureux qu'ils aient voulu célébrer ensemble. Tu lui apprends à être égoïste. Puis sont venus les pics subtils. Mon frère a posté des photos de la fête avec des légendes comme « meilleure journée de tous les temps ». Le travail d'équipe fait la force, et rien de mal à un peu d'efficacité familiale. Les commentaires de nos proches étaient pleins d'émojis en forme de cœur et de « si intelligent » et « j'adore cette idée ». C'était comme si j'étais le seul à y voir quelque chose de mal. Même mon cousin m'a envoyé un texto en privé, disant « Mec, je comprends pourquoi tu es contrarié, mais tu as un peu mis tout le monde mal à l'aise en partant comme ça. » Je n'étais même pas parti en avance. Je m'étais juste tu. Apparemment, le silence suffisait à me faire passer pour le méchant. Puis est arrivé le coup de grâce. Mon père m'a appelé 2 nuits plus tard et m'a dit de sa voix la plus patiente, « Mon fils, je pense que tu dois des excuses à ton frère. » J'ai éclaté de rire. Pourquoi? Pour avoir organisé une fête pour ma fille et vous avoir regardé la transformer en une offre de groupe? Tu sais qu'il ne peut pas se permettre de grandes fêtes comme toi, a dit papa. Ça l'aurait blessé si nous en avions fait une pour Chloé et pas pour Julien. Alors, à la place, vous avez blessé Chloé. Il y a eu une longue pause au bout du fil. Finalement, papa a dit, tu es trop sensible à ce sujet. Elle s'en remettra. La famille avant tout. Quand j'ai raccroché, je ne me sentais plus triste. Je me sentais froid. J'ai passé les jours suivants à ignorer les appels et à me concentrer sur Chloé. Nous avons fait notre propre petite célébration de rattrapage, juste nous deux, où j'ai préparé un minuscule gâteau qui portait vraiment son nom. Elle a souri pour la première fois depuis la fête. Ce sourire m'a rappelé ce qui comptait vraiment, et cela m'a rendu encore plus certain que je n'allais pas laisser passer ça. Mais ma famille n'en avait pas fini. Le week-end après la fête, mon frère a organisé un barbecue décontracté chez mes parents. Je ne comptais pas y aller, mais Chloé a demandé si nous pouvions voir grand-mère et grand-père, et je ne voulais pas qu'elle soit prise au milieu de ce désordre, alors nous y sommes allés. Quand nous sommes arrivés, mon frère m'a accueilli comme si de rien n'était, une bière à la main, souriant. « Salut, mec. » Sans rancune, hein. Je n'ai pas répondu. Il m'a quand même tapé sur l'épaule et a dit, on parlait justement de l'année prochaine. On pourrait aussi bien refaire une fête commune. Peut-être louer un endroit plus grand cette fois. Tu peux encore t'occuper de l'organisation, n'est-ce pas? C'en était trop. C'est à ce moment-là que le dernier fil de ma patience a cédé. J'ai souri. Un petit sourire froid et pincé. Bien sûr, ai-je dit, ma voix si calme que même lui a marqué une pause. Je m'occuperai de tout. Et c'est là que l'idée a commencé à se former. Un plan qui garantirait qu'aucun d'entre eux ne me traiterait plus jamais, ni Chloé, de cette manière. Mais avant que je puisse mettre quoi que ce soit en œuvre, mon frère a fait un autre commentaire, assez fort pour que tout le monde dans le jardin l'entende. Vous voyez? Je vous avais dit qu'il finirait par accepter. Il avait juste besoin de se calmer. Vous savez comment est Julien. Grandes émotions, grand drame. Tout le monde a ri, même papa. Et je suis resté là, souriant, parce qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. J'aimerais pouvoir dire que ce barbecue a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, que je suis rentré chez moi, que je leur ai coupé les ponts et que je ne leur ai plus jamais donné une autre chance de nous faire du mal. Mais une partie de moi, celle qui voulait encore croire que mes parents pouvaient être meilleurs, a hésité. Peut-être que si je restais civilisé, peut-être que si je laissais un peu de temps passer, ils réaliseraient à quel point ils avaient été blessants. Pendant quelques semaines, je suis resté silencieux. Je répondais poliment mais brièvement à leurs appels, je maintenais des conversations superficielles. Chloé a demandé si nous retournions bientôt chez grand-mère, et je lui ai dit que peut-être quand les choses se seraient calmées. Cela ne semblait pas la déranger. Elle était occupée avec ses projets artistiques et à jouer avec le nouveau vélo que je lui avais offert par surprise. La vie commençait à redevenir normale. Puis est arrivé le texto de mon frère. Et, on organise une petite réunion pour l'étape scolaire de Julien. Vous avez intérêt à être là. Maman commande déjà le gâteau. Grand moment familial. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre par un simple « on verra ». J'aurais dû faire confiance à mon instinct et rester à la maison. La petite réunion s'est avérée être une véritable fête de famille,
plus grande que ne l'avait été l'anniversaire de Chloé. Il y avait des décorations, des plateaux de nourriture, un château gonflable loué, toutes les choses que j'avais organisées pour Chloé, sauf que cette fois, mes parents avaient payé. Ils nous ont accueillis à la porte avec des sourires, agissant comme si de rien n'était, nous faisant entrer comme si nous n'étions que deux invités parmi d'autres. J'ai gardé une expression neutre, mais à l'intérieur, quelque chose a commencé à se tordre. Ce n'était pas la fête elle-même. Julien méritait d'être célébré, bien sûr. C'était la façon dont tout le monde évitait mon regard. La façon dont la petite amie de mon frère m'a adressé ce petit sourire suffisant quand elle nous a vus. Tu vois ? C'est comme ça qu'on fait, a-t-elle dit à voix basse alors que je passais. Chloé a serré ma main plus fort. La fête a continué, et j'ai fait de mon mieux pour distraire ma fille, la laissant jouer avec ses cousins et profiter des jeux. Pendant un petit moment, elle riait de nouveau, et cela m'a détendu. Jusqu'à l'heure du gâteau. Le gâteau était énorme, 3 étages, sur le thème des super-héros avec des cierges magiques dessus. Tout le monde s'est rassemblé pour chanter, et j'ai soulevé Chloé pour qu'elle puisse voir par-dessus la foule. Puis, alors qu'ils approchaient le gâteau, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait mal au ventre. Il ne disait pas seulement « Félicitations, Julien ». Il disait « Félicitations, Julien et Chloé ». D'une pierre deux coups. Et là, devant tout le monde, ma mère a annoncé « Nous nous sommes dit que nous allions célébrer Chloé aussi, puisque nous avons manqué l'occasion de la faire se sentir spéciale la dernière fois ». Les mots étaient censés paraître attentionnés, mais ils m'ont fait l'effet d'une gifle. La pièce a éclaté en applaudissements polis. Mon frère m'a tapoté le dos et a dit « Tu vois ? On arrange les choses ». J'ai regardé Chloé, et son visage m'a tout dit. Elle était figée, regardant le gâteau comme si c'était une blague cruelle. « Papa » a-t-elle murmuré. « Ce n'est plus mon anniversaire. » Je l'ai reposé et je suis allé directement à la cuisine. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. J'ai saisi le bord du comptoir et j'ai compté jusqu'à 10, essayant de ne pas perdre mon sang-froid devant tout le monde. C'est alors que j'ai entendu mes parents parler dans la salle à manger, juste hors de ma vue. Ils devraient être reconnaissants que nous l'ayons incluse, disait maman, après la scène qu'il a faite. C'est le moins que nous puissions faire pour arranger les choses. Papa a ricané. Exactement. Peut-être que maintenant il arrêtera d'agir comme si le monde tournait autour de cette gamine. Je me suis figé. Cette gamine. La façon dont il l'a dit, comme si Chloé était un inconvénient. Comme si ma fille, sa petite fille, était une enfant gâtée au lieu d'une petite fille douce et gentille qui n'avait rien fait de mal, sauf vouloir une fête avec son nom dessus. Je me suis retourné et je les ai trouvés tous les deux là, souriant comme s'ils ne venaient pas de me poignarder avec leurs mots. Julien, dit maman doucement. N'es-tu pas content ? C'est notre offrande de paix. Offrande de paix, ai-je répété, la voix basse. Oui, a-t-elle dit vivement. Maintenant, tout le monde est inclus. Personne ne se sent exclu, et nous pouvons passer à autre chose après tout ce drame d'anniversaire. N'est-ce pas agréable ? Je n'osais pas répondre. Puis mon frère est entré et, comme pour ajouter l'insulte à l'injure, m'a tendu une pile d'assiettes en carton. Et mec, tu peux nous couper le gâteau ? Tu es doué pour ça. C'en était trop. J'ai posé les assiettes et je suis sorti. Pas seulement de la cuisine, mais de la maison. J'ai pris la main de Chloé, je lui ai dit que nous partions, et je n'ai pas regardé en arrière. Papa, on a des ennuis, a-t-elle demandé alors que nous montions dans la voiture. J'ai secoué la tête. Non, ma chérie. Mais c'est fini. Cette nuit-là, les appels téléphoniques ont recommencé. Cette fois, je n'ai pas répondu. Pour personne. Le lendemain, je me suis réveillé avec une avalanche de messages m'accusant d'avoir gâché un autre événement familial. Ma tante a texté, tu apprends à Chloé à être dramatique. Mon cousin a envoyé, c'est juste un gâteau, mec. Mon frère a envoyé un message vocal disant que j'étais égoïste et ingrat et que je devais des remerciements à maman et papa pour avoir essayé de réparer les choses. Mais le message qui a vraiment tout fait basculer, celui qui a fait que quelque chose en moi se brise complètement, venait de mon père. Si tu ne peux pas faire partie de cette famille sans causer de problème, peut-être que tu devrais sauter les prochains événements. Nous inviterons Chloé quand elle sera assez grande pour venir sans son attitude. J'ai fixé le message pendant un long moment, les mains tremblantes. Il ne se contentait plus de m'ignorer.
Ils menaçaient de m'exclure complètement et de garder ma fille dans leur petite orbite, comme s'ils avaient le droit de décider quand ou comment elle les verrait. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'espérer qu'ils changeraient. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je n'allais pas simplement me retirer discrètement. J'allais m'assurer qu'ils n'auraient plus jamais la chance de traiter Chloé de cette façon. Et j'allais m'assurer qu'ils comprendraient enfin ce que cela fait d'être exclu. La semaine suivante s'est déroulée comme dans un brouillard. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je préparais le dîner, j'aidais Chloé avec ses devoirs, mais j'étais en pilote automatique. Il n'y avait pas de musique dans la maison, pas de rire, pas d'appel répondu. Mon téléphone était posé face contre table sur le comptoir de la cuisine, vibrant toutes les quelques heures avec une autre notification de quelqu'un de la famille. Je ne les ai pas vérifiés. Je ne voulais pas lire une autre leçon de morale, une autre tentative de culpabilisation ou un autre plaidoyer passif-agressif pour que je revienne au bercail. Au lieu de cela, je me suis concentré sur Chloé. Elle semblait plus silencieuse aussi, bien qu'elle n'ait pas dit grand-chose sur ce qui s'était passé. Un soir, alors que je l'abordais, elle m'a demandé très doucement, « Papa, pourquoi tout le monde continue d'écrire le nom de Julien sur mes gâteaux ?» Je me suis assis au bord de son lit et j'ai essayé d'expliquer que parfois les adultes prennent des décisions qui n'ont pas de sens, que parfois ils pensent être justes alors qu'ils sont en réalité simplement égoïstes. Elle est restée silencieuse pendant un long moment avant de dire « Je n'aime plus les fêtes ». Entendre cela m'a frappé plus durement que tout ce que ma famille avait pu dire. Chloé avait été si excitée pour son anniversaire pendant des mois. Elle avait compté les jours sur le petit calendrier de sa chambre, parlant des saveurs de gâteaux et des choix de robes. Et maintenant, elle ne voulait plus de fête du tout. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé mon ordinateur portable. Quelque chose en moi avait complètement changé. Je n'étais plus seulement blessé. J'en avais fini. Fini d'essayer de raisonner des gens qui considéraient ma fille comme un détail sans importance. Fini d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais. Mais en avoir fini ne signifiait pas ne rien faire. J'ai commencé à repenser aux dernières années. Tous les petits moments que j'avais ignorés en me disant que, c'est la famille, c'est comme ça. Les fois où mon frère avait, accidentellement, oublié de nous inviter à quelque chose mais s'était souvenu de me taguer sur les photos après. Les fois où mes parents avaient dit des choses comme « ne la gâte pas » ou « tu lui apprends à trop en attendre ». Les fois où j'avais organisé, payé ou planifié des événements et où ils avaient agi comme si c'était leur effort, leur générosité, leur nom qui comptait. J'ai commencé à noter les choses. Pas par dépit, pas encore, mais parce que j'avais besoin de tout voir au même endroit. Une chronologie de chaque offense, de chaque mépris, de chaque fois où ils avaient fait en sorte que Chloé ou moi nous sentions petits. La liste s'est allongée plus vite que je ne l'avais prévu. Plus j'écrivais, plus l'image devenait claire. Il ne s'agissait pas d'un gâteau, d'une fête ou même d'une mauvaise journée. C'était une constante. C'était la façon dont ils nous avaient toujours traités. Comme si nous étions pratiques quand nous pouvions contribuer, jetables quand nous ne le pouvions pas. Je suis resté silencieux pendant un mois. Pas de visite, pas d'appel, pas de texto au-delà de réponses courtes lorsque c'était absolument nécessaire. Je sentais que ça commençait à les irriter. Mon frère m'a envoyé une série de messages me demandant si j'étais, toujours en colère à cause du gâteau, et m'accusant de punir toute la famille pour un petit malentendu. Mon père a laissé un message vocal qui disait « C'est puéril. Nous devons parler, d'homme à homme. » Je n'ai pas répondu, mais même en m'éloignant, je sentais le poids de tout cela m'oppresser. Il y avait des moments où je me demandais si je n'exagérais pas, si je ne devrais pas simplement céder et laisser tomber. C'est ce qu'il voulait. Il voulait que je cède, que je me présente au prochain rassemblement, que j'en rie et que je fasse comme si tout allait bien. Puis un après-midi, j'ai reçu un appel de l'école de Chloé. Son enseignante, Madame Dubois, a dit que Chloé avait été inhabituellement silencieuse en classe, ne levant pas la main ou ne se portant pas volontaire comme elle le faisait d'habitude. Elle a demandé si quelque chose s'était passé à la maison. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement mon fardeau. Toute cette situation affectait Chloé plus profondément que je ne l'avais réalisé. Après avoir raccroché, je suis allé la chercher plus tôt à l'école et je l'ai emmenée à son glacier préféré. Nous nous sommes assis dans la banquette, juste nous deux, et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a hésité, remuant sa glace jusqu'à ce qu'elle devienne une soupe, avant de dire, quand on va chez grand-mère, j'ai l'impression que personne ne me voit. Comme si j'étais juste là.
C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cette nuit-là, je me suis assis à nouveau devant mon ordinateur portable, mais cette fois, je ne faisais pas seulement une liste. Je faisais un plan. J'ai parcouru mes courriels, mes reçus, mes relevés bancaires. J'ai commencé à documenter chaque fête que j'avais payée, chaque événement que j'avais organisé, chaque dépense que j'avais couverte au fil des ans. Je ne savais pas encore exactement comment j'allais l'utiliser, mais je savais que j'en avais besoin. J'ai aussi commencé à mettre de l'argent de côté, un peu plus chaque semaine, constituant discrètement un fonds séparé. Pas pour moi, pour Chloé, pour son avenir, pour tout ce qui pourrait lui apporter de la joie et de la stabilité en dehors de ce cirque familial. Et lentement, j'ai commencé à couper les ponts. J'ai quitté la discussion de groupe familial sans un mot. Je les ai désabonnés de mes réseaux sociaux. J'ai dit poliment à mes parents que nous n'assisterions plus aux événements familiaux pendant un certain temps. Quand ils ont exigé une explication, j'ai simplement dit « Nous avons besoin d'espace », et je n'en ai pas dit plus. La réaction négative a été immédiate. Mon frère m'a traité de lâche. Ma tante a dit que j'éloignais Chloé de sa famille. Mon père a texté « C'est exactement ce que je craignais. Tu laisses ta fierté entraver l'unité familiale. » Mais plus je restais silencieux, plus je sentais que je reprenais le contrôle. C'était douloureux. Chaque souvenir, chaque tentative de culpabilisation, chaque fois que je voyais Chloé jeter un coup d'œil au téléphone quand il vibrait et demander « C'est grand-mère ?» Mais c'était nécessaire. Et alors que les semaines se sont transformées en mois, quelque chose d'inattendu s'est produit. Chloé a commencé à s'épanouir à nouveau. Elle souriait plus. Elle riait plus. Elle a cessé de demander quand aurait lieu la prochaine fête chez grand-mère. Au lieu de cela, elle a demandé si nous pouvions avoir nos propres petites célébrations, juste nous deux. Des soirées cinéma, des petits déjeuners aux crêpes, des balades à vélo au parc. C'était comme si elle avait retenu sa respiration pendant des mois et qu'elle expirait enfin. Et c'est là que j'ai su que quel que soit le plan que j'élaborerais, il devait être plus que simplement leur couper les ponts. Il devait être quelque chose qui leur montrerait clairement, indéniablement, que nous n'avions pas besoin d'eux. Quelque chose qui leur ferait ressentir l'absence qu'ils considéraient comme acquise. Quelque chose qui les ferait réfléchir à deux fois avant de nous mépriser à nouveau. Leur couper les ponts a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite au début. Mais une fois que le bruit s'est estompé, une fois que le téléphone a cessé de vibrer et que les tentatives de culpabilisation se sont transformées en un silence gêné, j'ai réalisé à quel point je m'étais donné d'espace pour respirer. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas d'obligation familiale de dernière minute qui me détournait de mes propres projets. Pas de commentaires passifs-agressifs à avaler lors des dîners du dimanche. Personne ne levant les yeux au ciel quand j'essayais de faire quelque chose de gentil pour Chloé. Et dans ce calme, j'ai commencé à voir des possibilités. Je me suis jeté dans mon travail. Mon entreprise de construction fonctionnait de manière stable depuis quelques années, mais je l'avais toujours gardée petite. En partie parce que je ne voulais pas manquer trop de temps avec Chloé, et en partie parce que, pour être honnête, je ne pensais pas avoir besoin de faire plus d'efforts. Mais maintenant, j'avais une nouvelle sorte d'énergie, plus vive, plus concentrée. J'étais déterminé à construire quelque chose qui nous appartiendrait entièrement, quelque chose dont personne ne pourrait s'attribuer le mérite ou diminuer la valeur. J'ai commencé à accepter des contrats plus importants, à investir dans de meilleurs équipements, à embaucher une petite mais fiable équipe. Le bouche-à-oreille s'est répandu rapidement. Nous étions professionnels, ponctuels, et nous ne lésignions pas sur la qualité. À la fin de ce premier trimestre, notre carnet de commandes était plein pour des mois à l'avance. L'argent n'était pas le but, mais l'argent a commencé à rentrer assez pour que je puisse commencer à épargner sérieusement pour l'avenir de Chloé. Assez pour que je puisse rembourser mes dernières dettes. Assez pour que je puisse enfin prendre une profonde inspiration sans avoir l'impression de vivre d'un salaire à l'autre. Et à mesure que mon entreprise grandissait, ma confiance en moi aussi. Un jour, je me suis surpris à me regarder dans le miroir et à peine reconnaître l'homme qui me faisait face. Non pas parce que j'avais changé physiquement, bien que j'ai perdu un peu de poids et que j'ai l'air plus vif maintenant que je dormais mieux, mais à cause de la façon dont je me tenais. Il n'y avait plus de lourdeur sur mes épaules. Et Chloé l'a remarqué. « Papa, tu souris plus ?» a-t-elle dit un soir alors que nous mangions des crêpes pour le dîner. J'ai ri. Je suppose que oui. Elle a fait ce grand sourire édenté que j'aimais tant et a dit « J'aime ça. » Nous avons commencé à créer nos propres traditions.
Des marathons de films le vendredi soir avec du popcorn. Des visites au marché des agriculteurs le samedi matin. Des campements dans le jardin avec une tente et des lampes de poche où elle s'endormait en me racontant des histoires de fantômes qu'elle inventait sur le champ. Et pour son prochain anniversaire, je n'ai pas lésiné. Je n'ai pas invité ma famille. Je ne leur en ai pas parlé du tout. Au lieu de cela, j'ai loué une petite salle, invité ses amis les plus proches de l'école, décoré l'endroit exactement comme elle le voulait, des licornes et des paillettes partout, et engagé un magicien local qui a fait hurler de rire les enfants. Chloé portait une toute nouvelle robe et un vrai diadème cette fois, un que j'avais acheté dans une petite boutique juste pour elle. Quand le gâteau est arrivé, il portait son nom en grosses lettres dorées. Elle m'a souri radieusement, puis s'est penchée et a murmuré « C'est la meilleure fête de tous les temps ». Et pour la première fois en près d'un an, j'ai senti quelque chose en moi se détendre complètement. Mais le véritable tournant est survenu quelques semaines plus tard, lorsque mon frère a appelé à l'improviste. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Salut, mec », a-t-il dit, d'un ton étrangement joyeux. « Écoute, on organise un grand barbecue familial le mois prochain. Et maman a dit que ce n'est pas pareil sans vous. Tu penses que vous pouvez venir ? » Je n'ai pas dit oui ou non. J'ai juste écouté. Il a continué à parler, faisant comme si c'était une branche d'olivier. Mais chaque mot confirmait ce que je savais déjà. Il ne nous regrettait pas. Il regrettait ce que nous apportions. Mon effort, mon argent, mes compétences en organisation. Quand j'ai raccroché, je ne me sentais pas coupable cette fois. Je me sentais puissant. Et ce pouvoir m'a fait voir plus grand. J'ai commencé à travailler sérieusement sur mon plan. J'avais passé des mois à recueillir discrètement des informations reçues, photos, captures d'écran de textos, des preuves de chaque fois que je les avais couverts, organisé quelque chose ou fait des efforts pour que les événements familiaux aient lieu. J'avais tout aligné. Mais maintenant, je réalisais que la vengeance la plus efficace n'était pas une confrontation dramatique. C'était de construire une vie si complète, si inébranlablement bonne que leur absence serait évidente, et de m'assurer qu'ils sauraient exactement à quoi ils avaient perdu l'accès. J'ai commencé à développer encore plus mon entreprise. Je me suis lancé dans des projets commerciaux, en partenariat avec des entreprises locales, en rénovant des vitrines et des bureaux. Bientôt, je nouais des liens avec des gens qui avaient une réelle influence dans notre ville. Des gens que mes parents se vantaient de connaître de loin, mais qui m'appelaient maintenant directement. L'un de ces projets s'est avéré particulièrement important. Un centre communautaire local était en cours de rénovation, et il voulait un entrepreneur familial qui pourrait travailler vite mais bien. J'ai accepté le poste, je m'y suis investi corps et âme, et au moment où nous avons terminé, la directrice du centre ne tarissait pas d'éloges sur mon travail. Elle m'a demandé si je serais prêt à parrainer certains de leurs futurs événements. C'est là que j'ai eu le déclic. Quelle meilleure façon de montrer à ma famille ce qu'ils avaient perdu qu'en devenant la personne qui pourrait offrir aux enfants des autres les expériences magiques qu'ils avaient volées à ma fille. Je me suis engagé comme sponsor de leur carnaval de collecte de fonds annuel, payant pour les manèges et les jeux la même entreprise que j'avais utilisée pour la fête de Chloé, et je me suis assuré que l'événement était ouvert à toute la ville. Quand les affiches avec le nom de mon entreprise ont été placardées, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que mes parents ne les voient. Effectivement, une semaine plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. J'ai vu ton nom sur les prospectus du carnaval. C'est gentil de ta part. Sommes-nous invités ? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai imprimé une pile de billets d'invités d'honneur pour les camarades de classe de Chloé et ses professeurs, et je me suis assuré qu'elle les distribue elle-même à l'école. La voir s'illuminer en me disant « Tout le monde est si excité, papa » a rendu tout cela valable. Pendant ce temps, la réputation de mon entreprise continuait de se répandre. Mon frère, qui travaillait dans un métier connexe, avait toujours été celui dont mes parents se vantaient, le travailleur acharné, celui qui avait un vrai travail. Mais maintenant, il me demandait si j'avais des pistes ou des postes vacants dans mon équipe parce que ses heures de travail étaient réduites. Je lui ai dit poliment que nous n'embauchions pas pour le moment, mais que je le garderais à l'esprit. C'était une petite chose, mais j'avais l'impression que la balance commençait à pencher. Au moment où l'été est arrivé, je n'étais plus le même homme qui s'était tenu dans ce jardin en ravalant silencieusement son humiliation. Je prospérais. Mon entreprise prospérait. Plus important encore, Chloé prospérait. Et avec chaque nouveau succès, chaque nouvelle connexion, chaque sourire sur le visage de Chloé, mon plan pour la parfaite vengeance silencieuse devenait plus précis. Je n'allais pas crier.
Je n'allais pas supplier. J'allais m'assurer qu'ils regarderaient de l'extérieur pendant que nous construisions un monde sans eux. Et puis, quand le moment serait venu, je leur rappellerais exactement pourquoi ils n'y étaient plus les bienvenus. Au milieu de l'été, mon entreprise ne survivait pas seulement, elle prospérait au-delà de tout ce que j'avais imaginé. J'avais 3 équipes complètes travaillant sur des chantiers à travers la ville, une liste d'attente de clients, et assez d'économies pour enfin envisager d'acheter une maison plus grande. Plus je bâtissais mon succès, plus il devenait clair que mon plan n'avait pas besoin d'être désordonné ou bruyant. Il devait simplement être indéniable. La première pièce du puzzle s'est mise en place un mardi matin ordinaire. J'étais à un petit déjeuner de la chambre de commerce locale, quelque chose que j'avais commencé à fréquenter pour réseauter avec d'autres chefs d'entreprise, quand j'ai entendu 2 personnes à ma table parler d'une nouvelle subvention communautaire pour les petites entreprises. La subvention n'était pas seulement de l'argent. Elle comprenait également un programme de partenariat pour travailler avec les écoles locales, les organisations à but non lucratif et les événements publics. C'était ça. C'était la clé que je ne savais pas que j'attendais. J'ai postulé le jour même, soumettant tous mes documents, des photos de projets terminés, des témoignages de clients. En un mois, ma demande a été approuvée. Et c'est ainsi que mon entreprise est devenue l'un des partenaires officiels pour les événements locaux de la ville. Nous étions désormais l'entrepreneur de référence pour les rénovations dans les espaces publics et l'un des principaux sponsors des collectes de fonds scolaires et des foires communautaires. Cela signifiait que le nom de mon entreprise était partout, sur les prospectus, les bannières, les publicités en ligne. S'il y avait un événement communautaire, il y avait de fortes chances que j'ai aidé à le financer. Et je savais que mes parents le voyaient. Ma mère avait toujours été très impliquée dans la scène sociale de la ville, les ventes de pâtisseries, les collectes de fonds, les événements de l'association des parents d'élèves. Quand j'ai commencé à me présenter à ces mêmes événements en tant que sponsor, et parfois même en tant qu'orateur invité, je pouvais sentir son malaise de l'autre côté de la pièce. Les gens me serraient la main, me remerciaient, me présentaient à leurs enfants. Lors d'un événement, j'ai surpris ma mère debout dans un coin, me regardant distribuer des tickets de boissons gratuits à une file de parents souriants. Elle ne m'a pas approché, mais plus tard dans la nuit, elle a texté « On dirait que tu t'en sors bien. J'aimerais qu'on puisse en faire partie. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai commencé à voir plus grand. S'ils voulaient revenir, ils allaient devoir vraiment voir à quel point la vie était devenue meilleure sans eux. Et j'allais leur donner une place au premier rang. L'occasion s'est présentée lorsque la directrice du centre communautaire m'a demandé si je serais intéressé par le financement de leur nouveau festival de la journée de la famille. Ce serait le plus grand événement qu'ils aient jamais organisé, avec des manèges, des camions-restaurants, de la musique, la totale. Ils avaient besoin d'un sponsor principal pour couvrir les coûts de divertissement et d'équipement. Et en échange, ils nommeraient l'événement d'après le sponsor. Je n'ai même pas hésité. Nous avons signé l'accord cet après-midi-là, et en une semaine, les affiches étaient imprimées. Journée de plaisir en famille de Chloé et compagnie, sponsorisée par Construction Durand. J'avais insisté pour que le nom de Chloé figure dans le titre. Quand la directrice a demandé pourquoi, j'ai simplement dit, parce qu'elle est la raison pour laquelle je fais tout ça. Voir le nom de ma fille sur ces affiches, sur des bannières tendues à travers la ville, sur la première page du journal local, a été le moment le plus satisfaisant de ma vie jusqu'à ce point. Le visage de Chloé s'est illuminé quand elle les a vus aussi. Papa. C'est mon nom. Tout le monde va le voir. Oui, ma chérie, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Tout le monde va le voir. Et tout le monde l'a vu, y compris mes parents. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto de mon frère. Maman dit qu'on devrait tous aller à l'événement de la journée de la famille ensemble. Tu peux nous avoir des laissez-passer gratuits. J'ai fixé le message un long moment avant de répondre. Pas besoin de laissez-passer. C'est ouvert au public. On se voit là-bas. La semaine précédant l'événement, je me suis consacré aux derniers préparatifs. J'ai personnellement vérifié l'installation de chaque vendeur, je me suis assuré que les manèges étaient inspectés, j'ai confirmé la programmation du groupe, et j'ai même ajouté quelques activités supplémentaires que je savais que les enfants adoreraient, du maquillage, une station de bulles géante, un zoo pour enfants. Je voulais que cet événement soit inoubliable, pas seulement pour Chloé, mais pour tout le monde en ville. Et je voulais que ma famille voie que je pouvais donner à la communauté et à ma fille quelque chose de 10 fois mieux que ce qu'ils avaient essayé de lui prendre. Le matin du festival, Chloé m'a réveillé tôt, sautant pratiquement de son lit.
Elle a mis le t-shirt que je lui avais fait avec le logo de l'événement, et j'en portais un assorti. Quand nous sommes arrivés au parc, elle a été éblouie par la taille de tout. Les manèges tournaient déjà, la musique jouait, et les enfants couraient partout avec de la barbe à papa. C'est incroyable, a-t-elle dit, s'agrippant à ma main. Profitant, lui ai-je dit avec un sourire. C'est ta journée. Alors que la foule affluait, je les ai vus, mes parents, mon frère, sa petite amie, leur fils. Ils regardaient autour d'eux comme des touristes, les yeux écarquillés devant l'installation. Mon père m'a repéré près de la scène et s'est approché, les mains dans les poches. C'est impressionnant, a-t-il dit d'un ton bourru. Merci, ai-je répondu. Il a hésité, puis a dit, tu n'avais vraiment pas besoin de faire tout ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si, j'en avais besoin. Il a ouvert la bouche pour dire autre chose, mais je m'éloignais déjà, me dirigeant vers Chloé, qui m'attendait près du carrousel. Tout au long de la journée, je sentais ma famille me regarder les enfants courir vers moi pour me remercier pour les billets gratuits, les parents me serraient la main, la directrice de l'événement se tenir sur scène et annoncer que tout ce festival avait été rendu possible par moi et nommé d'après ma fille. Je ne me suis pas vanté. Je ne les ai même pas reconnus. J'ai juste continué à sourire, à m'assurer que tout se passait bien, à m'assurer que Chloé passait la meilleure journée de sa vie. Et alors que le soleil commençait à se coucher et que la musique montait pour la cérémonie de clôture, j'ai vu quelque chose sur le visage de mes parents que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Du regret. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que la mise en place. Parce que je n'avais pas encore fini. Ce n'était que le moment qui les ferait écouter quand je parlerais enfin. Et quand je le ferais, je n'allais pas élever la voix. J'allais m'assurer que chacun d'entre eux comprenne calmement, clairement et de façon permanente que Chloé et moi n'étions plus les seconds rôles de la famille. Nous étions ceux qui fixaient la norme, et ils devraient vivre avec ça. Quand le festival de la journée de la famille s'est terminé, je m'attendais à un appel, un texto, quelque chose. Mais mes parents sont restés silencieux pendant des jours. J'ai imaginé qu'ils ruminaient, essayant de trouver comment présenter ce qu'ils avaient vu d'une manière qui ne les fasse pas passer pour des méchants. Peu importe. J'avais déjà décidé de la suite. J'ai passé les 2 semaines suivantes à tout mettre en ordre. J'ai fait imprimer et relier ma chronologie des événements passés, chaque fête que j'avais payée, chaque événement que j'avais organisé, chaque message ou commentaire qui méprisait Chloé ou minimisait nos sentiments. J'ai organisé les reçus, les captures d'écran, les photos, tous soigneusement classés et surlignés, non pas pour les leur jeter à la figure avec colère, mais pour les leur remettre calmement comme des preuves dans un dossier judiciaire. Puis je les ai tous invités. C'était la première invitation que je lançais depuis près d'1 an. Mes parents, mon frère, sa petite amie, même quelques parents éloignés qui avaient été les plus bruyants sur l'unité familiale. J'ai formulé l'invitation avec soin, dîner chez moi. Venez affamés. Nous devons parler. Ils sont arrivés l'air curieux, peut-être un peu nerveux. L'odeur du repas traiteur, oui, traiteur, je n'allais pas gaspiller mon énergie à cuisiner pour eux remplisser la maison. Chloé était à l'étage, regardant joyeusement un film dans sa chambre. Je lui avais dit que c'était une soirée de conversation d'adultes. Nous avons mangé d'abord. J'ai maintenu la conversation polie, presque inquiétante de politesse, ce qui, je pouvais le dire, les déstabilisait. Mon frère a fait quelques blagues qui sont tombées à plat. Mon père s'est raclé la gorge comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne l'a pas fait. Quand les assiettes ont été débarrassées, j'ai posé un dossier en cuir sur la table. Ceci, ai-je dit calmement, c'est la dernière année de ma vie. Chaque fête, chaque dépense, chaque fois que j'ai essayé de donner quelque chose de spécial à ma fille et que j'ai été traité comme si c'était trop, comme si elle était trop. Je l'ai ouvert et j'ai fait glisser la première page sur la table, une photo du gâteau de Chloé avec « Félicitations, Julien », écrit dessus en glaçage bleu vif. Ma mère a tressailli. « Vous vous souvenez de ça ?» ai-je demandé. Personne n'a parlé. J'ai tourné les pages lentement, une par une, les étalant sur la table. Des captures d'écran de textos méprisant mes sentiments. Des photos de décoration que j'avais payées. Des reçus à mon nom. Des messages de leur part me disant de grandir, aider, arrêter de faire mon cinéma. Quand j'ai terminé, la table était couverte de preuves. Voilà ce que vous avez fait, ai-je dit. Ma voix était calme, mais je sentais à quel point la pièce était devenue lourde. Et pendant des mois, vous avez essayé de me faire sentir que j'étais fou d'être blessé par ça.
Comme si les sentiments de ma fille n'avaient pas d'importance. Comme si elle n'avait pas d'importance. Mon père a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Non, tu n'as pas le droit d'interrompre. Vous m'avez coupé la parole pendant des années. Vous pouvez écouter pendant 5 minutes. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Vous pensez que j'ai réagi de manière excessive, ai-je continué. Vous pensez que ce n'était qu'un gâteau, qu'une fête, qu'une seule journée. Mais ce n'était pas le cas. C'était une constante. Une constante où vous traitiez Chloé comme une note de bas de page. Où vous agissiez comme si mon temps, mon argent, mon effort ne comptait que s'il profitait à tout le monde. Où vous riez quand je demandais du respect. Et je l'ai laissé passer, encore et encore, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Mon frère s'est agité sur sa chaise, l'air mal à l'aise. Les yeux de ma mère brillaient, mais elle n'avait toujours pas parlé. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je dit en me penchant en arrière sur ma chaise. À partir de maintenant, si vous voulez faire partie de la vie de Chloé, vous le ferez selon mes conditions. Vous respecterez ses journées, son anniversaire, ses étapes importantes. Et vous me respecterez quand je dirai non. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous n'aurez pas accès à nous. Pas de fête, pas de vacances, pas de visite rapide pour vous sentir mieux. Rien. Mon frère a froncé les sourcils. Tu ne peux pas simplement exclure tout le monde à cause d'une seule erreur. Une seule erreur? Ai-je répété doucement. Regarde autour de toi, Mathieu. Est-ce que ça ressemble à une seule erreur pour toi? J'ai fait un geste vers la table pleine de preuves. Il n'a pas répondu. Ce n'est pas une punition, ai-je dit finalement. C'est une limite. Vous pouvez soit la respecter, soit rester à l'extérieur à regarder. C'est votre choix. Puis je me suis levé, j'ai calmement rassemblé les papiers dans le dossier et j'ai quitté la pièce. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué de porte. Je suis juste monté à l'étage pour voir Chloé. En bas, je pouvais les entendre chuchoter entre eux dans le silence stupéfait que j'avais laissé derrière moi. Quand je suis redescendu 10 minutes plus tard, la maison était vide. Et c'était exactement ce que je voulais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de ma mère. Nous ne réalisions pas à quel point nous t'avions blessé. Nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la journée, mon père a appelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Mon frère a réessayé ce soir-là. Je l'ai ignoré parce que la vengeance n'était pas dans le discours que je leur avais fait. La vengeance était dans le silence qui a suivi. Le silence avec lequel il devait enfin composer. Le week-end suivant, Chloé et moi sommes allés au parc. En passant devant le centre communautaire, j'ai vu une des nouvelles affiches annonçant que j'avais été choisi comme entreprise de l'année pour le gala annuel de la ville. J'ai souri pour moi-même. Quand ce gala arriverait, je savais exactement qui j'inviterais comme invité d'honneur. Pas ma famille, mais l'enseignante de Chloé, les parents de sa meilleure amie, les gens qui nous avaient soutenus sans condition. Et je savais que ma famille en entendrait parler de toute façon. C'était le but. Il ne s'agissait pas de claquer la porte pour toujours. Il s'agissait de les faire frapper et attendre. Le silence a duré plus longtemps que je ne l'avais prévu. Des semaines ont passé, puis un mois. Pas d'appel, pas de visite surprise, pas de tentative de culpabilisation de dernière minute. Pour la première fois depuis des années, il y avait la paix dans ma maison. Une paix réelle et durable. Puis les fissures ont commencé à apparaître. Un matin, j'étais au bureau en train de vérifier des factures quand mon téléphone a vibré avec un message de mon cousin. « Mec, ton père vient de dire à tout le monde au café que tu leur as interdit de voir Chloé. » Qu'est-ce qui se passe? J'ai fixé le texto une seconde avant de répondre, j'ai fixé des limites. S'ils veulent appeler ça une interdiction, c'est leur choix. Le même soir, ma mère a rappelé. J'ai répondu cette fois. Sa voix était faible, plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. « Julien, a-t-elle dit, tu nous manques. Chloé nous manque. » J'ai pris une inspiration. Alors vous savez ce que vous avez à faire. Il y a eu une longue pause. Nous essayons juste de garder la famille unie, a-t-elle finalement dit. En effaçant le nom de ma fille de son propre anniversaire? Elle n'a pas répondu à cela. Quand nous avons raccroché, je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais stable, ancré, comme si j'avais enfin arrêté d'essayer de lutter contre le courant.
2 semaines plus tard a eu lieu le gala de la ville, l'événement où j'étais honoré en tant qu'entreprise de l'année. La salle était bondée de chefs d'entreprises locaux, de conseillers municipaux et de leaders communautaires. Chloé était assise à ma table dans sa plus belle robe, rayonnante de fierté. Au milieu de la soirée, alors qu'il annonçait mon prix, j'ai aperçu mes parents debout près du fond de la salle. Ils n'avaient pas été invités, mais bien sûr, ils avaient trouvé un moyen d'entrer. Je suis monté sur scène, j'ai accepté la plaque et j'ai pris le micro. Merci, ai-je dit en balayant la foule du regard. Cela signifie beaucoup. Pas à cause de l'entreprise, ni même à cause de la reconnaissance, mais parce que cette entreprise a commencé avec un seul objectif, construire quelque chose de mieux, construire quelque chose dont ma fille pourrait être fière. Chaque nuit tardive, chaque matinée précoce, chaque risque que j'ai pris était pour elle. Et être ici maintenant, la voir me sourire. C'est ça la vraie récompense. Le public a applaudi, et j'ai aperçu ma mère qui essuyait ses yeux. Mon père regardait le sol. Mon frère n'était même pas là. Après la cérémonie, alors que les invités discutaient, mes parents se sont finalement approchés. « Julien, » dit mon père doucement. « Nous avions tort. Ce n'était pas dramatique. Pas de larmes ni de cris. Juste 3 mots simples que j'attendais d'entendre depuis plus d'1 an. Je sais, ai-je dit. Nous voulons arranger ça, a ajouté maman. Nous ne voulons plus rien manquer de la vie de Chloé. Je les ai regardés un long moment. Alors vous ne pouvez pas simplement vous présenter quand ça vous arrange. Si vous êtes sérieux à ce sujet, vous devrez vous présenter de manière constante et respectueuse. Ils ont hoché la tête. Nous ne nous sommes pas embrassés. Pas encore. Mais quand je suis retourné à ma table, Chloé s'est appuyée contre moi et a demandé, « Papa, est-ce qu'ils sont toujours en colère contre nous ?» Non, ai-je dit en lui embrassant le sommet de la tête. Ils nous ont enfin entendus. Et c'était la vérité. Parce que la vraie vengeance n'était pas de leur couper les ponts pour toujours. C'était de les obliger à faire face à ce qu'ils avaient fait, de les forcer à s'asseoir dans le silence assez longtemps pour réaliser qu'ils pourraient nous perdre pour de bon. Et quand ils sont finalement revenus, ils sont revenus à nos conditions. Cette nuit-là, alors que nous rentrions à la maison avec le prix posé sur le siège à côté de Chloé, elle a regardé par la fenêtre et a dit, « Papa, je pense qu'aujourd'hui était encore mieux que mon anniversaire. » J'ai souri, les mains fermes sur le volant. Bien, ai-je dit, parce que ce n'est que le début. Et pour la première fois, je savais que c'était vrai.